Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en Bonsoir, eh bien troisième lancement de l'année pour Arianespace et Ariane 5 et ce soir nous allons mettre en orbite deux clients historiques d'Arianespace puisque d'un côté le satellite ST2 et ST2 va prendre le relais de ST1 que nous avions lancé il y a plus d'une dizaine d'années et de l'autre côté GSAT-8, un satellite indien et vous le savez cette année nous fêtons le 30e anniversaire du premier lancement d'un satellite indien par Ariane. C'était en 1981 et donc depuis nous avons lancé beaucoup de satellites indiens et nous allons continuer. Donc un programme de début d'année très chargé pour Arianespace puisque nous sommes aujourd'hui le 20 mai et l'année dernière à pareille époque nous n'avions pas fait encore un seul lancement d'Ariane 5 alors que cette année il s'agit du troisième et cela va continuer puisque d'ici la fin de l'année nous prévoyons encore 3 lancements d'Ariane 5 donc pendant encore 3 fois vous verrez un lanceur Ariane 5 comme celui-ci sur son pas de tir et puis nous prévoyons aussi les premiers lancements de Soyouz. Il y a 2 lancements de Soyouz qui sont prévus cette année depuis la Guyane à partir du superbe ensemble de lancements dont les clés nous ont été remises il y a quelques jours par l'ESA. Cet ensemble de lancements ayant été construit ici en Guyane, comme vous le savez, par l'ESA, le CNES et nos partenaires russes. Et puis aussi vers la fin de l'année, donc premier vol de Vega. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder ce nouveau lancement Ariane 5 ECA ST2 GSAT-8. Madame, monsieur, bienvenue à Kourou, port spatial de l'Europe. Bonsoir Claude Bernard. Bonsoir Thierry Bouvard. Et bonsoir à la région Asie-Pacifique ainsi qu'à l'Inde. Vous venez de l'entendre, ce 202e lancement d'Ariane est dédié à ces continents. Il va permettre de placer sur orbite de transfert géostationnaire, 2 satellites de télécommunications ST2 pour l'opérateur ST2 Satellites Venture qui allie Singapour Telecommunications, Singtel, et le taïwanais Chunghwa Telecom Company. Et le deuxième satellite, c'est GSAT-8 pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO.
Alors nous attendons l'annonce de DDO, attention pour le début de la séquence finale lanceur. Nous allons rentrer en séquence synchronisée. Top, H0 7 minutes. Le DDO Thierry Vallée vient d'annoncer le début de cette séquence synchronisée. Ici, salle Jupiter. Dans la cellule de vol se trouve la plus haute autorité de ce lancement. C'est là que se prennent les décisions pour la conduite des opérations. Elle est présidée par Jean-Yves Le Gall. Cette cellule de vol réunit d'autres personnes, bien entendu. Oui, le directeur d'établissement Ariane Espace en Guyane, Patrick Loire, qui est responsable de la gestion technique des 3 ensembles de lancement et des relations avec le Centre spatial guyanais et les autorités guyanaises. Et à ses côtés, le directeur technique centrale, Édouard Pérez, qui préside le comité technique Ariane. Ce groupe de personnes a un rôle bien précis en cas d'arrêt de la chronologie. C'est ici que se décidera de la poursuite ou du report des opérations. Toujours à Jupiter, nous sommes à un tout petit peu plus de 6 minutes du décollage. 2 Thierry sont aux commandes. Thierry Villemar, le chef de mission, et Thierry Vallée, le directeur des opérations, très concentrés. Ils sont en liaison avec leurs équipes réparties sur les différents sites à Kourou. Et tout va bien. Les indicateurs sont au vert. Oui, alors vous le dites, les indicateurs sont au vert et nous apercevons donc ce fameux panneau des verts qui reflète en temps réel l'état de tous les supports de la base de lancement qui sont nécessaires avant le décollage et ensuite à la poursuite d'Ariane 5, comme justement l'état du lanceur, de la météo qui est bonne ce soir, des critères de sauvegarde et bien sûr des 2 satellites que nous lançons ce soir, ST2 et G-SAT-8. Nous sommes toujours en séquence synchronisée. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur du centre de lancement numéro 3. Il est à moins de 3 km du lanceur, au plus près de ce lanceur Ariane 5 version ECA, rappelons-le, pour ce soir. Alors le CDL-3, c'est un bâtiment blindé dans lequel nous allons retrouver nos 150 collègues, hommes et femmes, qui conduisent toutes les opérations de la chronologie liées au lanceur. Ce sont eux les pilotes jusqu'au décollage. Il y a 3 équipes d'ingénieurs. Exactement. Donc la première travaille sous l'autorité du COEL et Christian Lardot a eu la responsabilité de coordonner toute la campagne lanceur et de mener la chronologie de cette journée. La deuxième équipe sous l'autorité de Marc Roy, le CEPAP, le chef de programme Ariane Production, a la responsabilité de garantir l'aptitude au vol du lanceur. Il y a une 3e équipe, celle de la qualité, avec ce soir donc Fabrice Daltroff et Diamant Gilles. On retrouve aussi le directeur des programmes Louis Laurent qui est en liaison constante avec la cellule de vol. Voilà donc pour le CDL-3. Nous allons revenir à présent dans la salle Jupiter. Nous sommes, nous, à 14 km donc, du lanceur et nous allons découvrir la cellule du client ST2 avec à leur côté le chef de projet pour Ariane Espace ce soir, Jérôme Rive. Ces personnes reviendront bien entendu tout à l'heure après le décollage avec des fils pour nous donner plus d'informations sur les passagers embarqués. Alors, voyons maintenant comment sont configurés justement les satellites sous la coiffe d'Ariane 5. Lancement double, un de plus pour Ariane Espace ce soir. Alors, sous la coiffe d'Ariane 5 ce soir, nous allons retrouver donc positionné en haut, sanglé sur son adaptateur de vol, lui-même boulonné sur la partie supérieure du SILDA, le système de lancement double Ariane. Nous trouvons donc ST2 qui lui sera séparé en premier tout à l'heure. Et ce soir, sa masse au décollage est de 5088 kg. À l'intérieur du SILDA sanglé, lui aussi sur son adaptateur de vol, on trouve G-SAT-8. Sa masse au décollage est de 3093 kg. Alors, G-SAT-8 sera séparé en 3e position après que le chapeau du SILDA soit ouvert. Tout cet arrangement a été mis en place au bâtiment d'assemblage final sous la conduite d'Ariane Espace. La performance donc demandée ce soir au lanceur en incluant les adaptateurs est proche de 9 tonnes. Nous allons découvrir maintenant la cellule dédiée à G-SAT-8 avec les représentants indiens de l'ISRO et à leur côté le deuxième chef de projet pour Ariane Espace, Christophe Bardou. Tout au long de la phase positive, nous reviendrons sur ce client, sur ce qu'est l'ISRO, ce que ça représente pour l'Inde. Rappelons que c'est le 14e satellite indien confié à Ariane Espace en 30 ans, une bien belle constance. Claude, on va s'arrêter maintenant un moment sur le lanceur en lui-même. Exactement. Après les satellites sous la coiffe, nous allons décrire donc le lanceur. Ariane 5 est composé, vous le savez, de 2 étages d'accélération à poudre, les EAP, qui pèsent 178 tonnes, dont 240 de propagole solide. Ils entourent le corps principal, que l'on appelle l'étage principal cryotechnique, l'EPC, d'une masse totale de 188 tonnes, dont 175 sont d'oxygène et d'hydrogène liquide. L'étage supérieur cryotechnique, l'ESC, est juste au-dessus. Il contient, lui, 14 tonnes 7 d'ergol, oxygène liquide, et hydrogène liquide. Surmontant cet ensemble, la case à équipement contenant les ordinateurs de bord et les éléments de guidage et de pilotage.
Et tout là-haut, la coiffe construite par Ruag Aerospace qui contient les 2 satellites, leurs adaptateurs et la structure porteuse. La séquence synchronisée se poursuit. Pour l'heure, tout est au vert. Cette séquence, nous n'aurons pas le temps de la détailler, mais elle permet le passage du lanceur à la configuration de vol. C'est là où le lanceur va devenir peu à peu autonome. Alors, dans une première partie, les systèmes fluides et mécaniques se configurent pour le vol. Nous avons une séquence irréversible qui va déclencher les allumeurs de mise en froid du moteur Vulcain. Et enfin, la séquence d'allumage du moteur Vulcain. Remontons le long de ce lanceur pour s'intéresser, vous le découvrez à l'image, grâce aux équipes de Manuel de Oliveira, bien ce sont les bras cryotechniques. Oui, ce sont bien les 2 bras cryotechniques qui permettent l'avitaillement en ergol cryogénique de l'FCA jusqu'à moins 4 minutes au travers des plaques que l'on appelle les plaques à clapper, l'essentiel étant de maintenir le niveau optimum des réservoirs jusqu'au décollage en hydrogène et oxygène liquide. Vous allez voir justement cette séparation tout à l'heure. Retour en salle Jupiter, nous sommes proches maintenant de la minute, dernière minute avant le décollage. Toujours un instant très important dans une chronologie. Cette séquence synchronisée se déroule, comme on le dit dans le jargon ici. de DDO, attention pour moins 1 minute. Se déroule, je disais, de manière absolument optimale. Top. H0 moins 1 minute. Voilà donc, nous rentrons dans la dernière minute. Nous allons prendre le temps de saluer ceux qui vivent ce moment en direct avec nous. Vous qui nous écoutez en Guyane, à Kourou, à Cayenne, à Sinamari, et vous les internautes qui nous suivez toujours plus nombreux dans le monde entier. Un bonsoir aux industriels du programme Ariane partout en Europe. Bonsoir à tous les téléspectateurs francophones qui nous ont rejoints. Alors, le décollage d'Ariane 5, c'est toujours un moment exceptionnel. On va vous laisser tranquillement le savourer et on se retrouve dans quelques secondes. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, décollage. Un décollage, Claude, comme on les aime, entre chien et loup. C'est vrai que c'est d'habitude plus en soirée que nous effectuons les lancements. Et là, on profite d'un spectacle toujours aussi magnifique que de voir cette merveille technologique s'élever dans le ciel de Kourou. Alors moi j'ai tout de suite une pensée pour mes collègues du CDL3, si vous le permettez, parce qu'ils viennent de laisser vivre et voler Ariane 5. Ils peuvent être satisfaits, nous aussi, ils viennent de concrétiser l'objectif visé depuis plusieurs semaines. De très très belles images alors qu'on entend passer au-dessus de nous Ariane 5 et les bâtiments ici vibrent. La puissance est totalement faramineuse. 1300 tonnes de poussée au-dessus de nous sont en train de propulser Ariane 5. C'est ce qu'on appelle le composite inférieur de la fusée qui travaille, c'est-à-dire les 2 étages d'accélérateur à poudre et le PC. Les 2 étages, je vous rappelle, sont réalisés en Guyane et ils assurent 90% de la poussée. Alors ils sont identiques, composés d'un tube métallique comprenant le propergol solide, une sorte de gomme, et ils ont une cuillère à la base. Ils entourent l'étage principal cryotechnique, le PC. Chaque EAP, tenez-vous bien, consomme 2 tonnes d'ergol par seconde. Et nous avons eu donc une montée verticale de 5 secondes du lanceur pour se dégager du pas de tir, puis le lanceur a effectué un basculement vers l'est et on a maintenu son attitude de façon à garder l'axe du lanceur parallèle à la direction de sa vitesse, ceci bien sûr pour minimiser les efforts aérodynamiques et cela jusqu'au largage des 2 EAP. Alors Ariane 5 accélère, elle va très 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 vite, donc maintenant pour la suivre, eh bien reportez-vous sur la courbe qui est à gauche de votre écran. Il y a la courbe idéale qui est tracée avec un pointeur qui se déplace, qui est le parcours précis suivi en direct d'Ariane 5. Alors, après épuisement de la poudre, à 134 secondes après leur allumage, les 2 EAP vont être séparés du lanceur à 68 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. Ça ne serait pas tardé.
Séparation des deux accélérateurs d'appoint à poudre. Voilà, donc ils sont détruits automatiquement avant de couler au large, ces deux EAP. On se sépare, c'est le principe de tout poids mort dans un vol. C'est ça, pour éviter les risques de collision, donc les propulseurs sont écartés du lanceur à l'aide de petites fusées d'éloignement. On fait exploser leur carcasse pour qu'elles sombrent en mer et ce faisant, éviter tout risque d'épave flottante. Alors les satellites sont protégés par une coque en matériaux composites qu'on appelle la coiffe et c'est elle qui a protégé les satellites de toute pollution, de tout danger et de tout échauffement pendant la phase d'attente au sol. Alors effectivement, cette coiffe protège les satellites durant le vol dans l'atmosphère. L'intérieur de la coiffe est climatisé et pressurisé, si vous voulez. Et pendant la traversée justement de l'atmosphère, sa présence a amélioré considérablement l'aérodynamisme du lanceur. Le vol est normal, vous entendez le DDO, mais on va se séparer de cette coiffe maintenant. Bien sûr, parce qu'on aura dépassé les couches denses de l'atmosphère. Voilà, au-delà de 100 km d'altitude, il n'y a plus ni frottement ni risque et on vient de larguer la coiffe. Voilà, on découvre ces images prises lors du vol 173. Deux demi-coiffes qui s'éloignent comme deux grandes ailes qui battent dans le vide. D'un coup, Ariane s'allège d'environ 2600 kg. Et plus le lanceur s'allège, plus il peut aller vite. Il vole maintenant à 2,33 km par seconde. Justement, dans les données chiffrées, le rapport poids-puissance pour la mission ? Eh bien, on dit que le rapport moyen est de 1%. Ça veut dire que les lanceurs pèsent 100 fois plus que les satellites qui transportent. Eh bien voilà, donc vous l'avez entendu, ce vol pour l'instant est tout à fait nominal. Ce que je vous propose, c'est qu'à présent, nous puissions découvrir les dernières nouvelles du spatial, qu'il soit français, européen et pourquoi pas plus large. Vous allez le voir, puisqu'il sera question, certes, du dernier vol d'Ariane Espace, mais aussi de Vega et de Soyouz. Les paramètres bord sont normaux. Record de masse embarquée au décollage pour une Ariane 5 le 22 avril dernier avec 2 passagers d'un total de 10 tonnes. Ont été mis sur orbite Yasat Y1A pour le compte des Émirats Arabes Unis et Intelsat New Dawn qui travaille sur l'Afrique. Des nouvelles de Vega. Après les tests électriques, la partie mécanique des essais combinés a eu lieu à la mi-avril. Un lanceur inerte de taille réelle a été érigé sur la table de lancement. Ces tests qualificatifs se sont avérés probants. Les tests fluides avec remplissage du 4e étage sont prévus en juin. 27 avril, signature du contrat de service de lancement du satellite ABS-2 pour l'opérateur Asia Broadcast Satellite. ABS-2 d'une masse au décollage supérieure à 6 tonnes sera lancé au cours de l'année 2013. Rome, 28 et 29 avril, réunion de la table ronde industrielle Europe-Japon. Une cinquantaine de décideurs économiques étaient présents. Jean-Yves Le Gall a insisté sur le dynamisme des échanges euro-nippons. En ce début mai, intense période de qualification sur l'ensemble de lancements Soyouz. Pour la première fois, un lanceur a été transféré du bâtiment d'intégration vers la table de lancement. 2 chronologies de lancement ont été simulées, validant ainsi les installations. Les équipes russes et européennes sont donc maintenant prêtes pour la première campagne de lancement et les 2 premiers satellites de la constellation Galileo pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Le 7 mai, Jean-Jacques Dordain, directeur général de l'ESA, a remis symboliquement les clés de l'ensemble de lancement Soyouz à Jean-Yves Le Gall, en présence du président du CNES, Yannick Descata, et du directeur de Roscosmos, Vladimir Popovkin. Jean-Yves Le Gall et Antonio Fabrizi, directeurs des lanceurs de l'ESA, ont signé la tranche 13 et la partie MCO d'accompagnement de l'exploitation d'Ariane 5. Avec ces contrats, les liens d'Ariane Espace et ESA sont raffermis et la contribution des États membres réaffirmée. Alors Ariane, c'est avant tout le lanceur des satellites de télécommunications pour l'Europe, mais surtout pour le monde entier, comme on le prouve encore ce soir avec les passagers aux couleurs de l'Asie et de l'Inde. Mais actualité oblige, nous allons revenir encore sur l'arrivée du lanceur russe en Guyane avec ce reportage sur Soyouz particulièrement vu de la partie russe. Et donc pour en savoir davantage, suivant cette rétrospective des travaux du chantier de réalisation de l'ensemble de lancements Soyouz ici en Guyane. Au terme de 5 années d'efforts dans la forêt guyanaise, le site qui va accueillir les lancements Soyouz sur l'équateur dès le dernier trimestre 2011 est une réalité. Le lanceur russe en Guyane, port spatial de l'Europe, une suite logique à une collaboration déjà bien éprouvée. D'une manière un peu plus générale, effectivement, c'est un exemple excellent de la coopération entre la Russie et la France. Beaucoup de pays d'Europe sont impliqués dans ce projet aussi. C'est un projet qui est relativement important quand même. La présence russe s'est renforcée ces dernières semaines. Les équipes de lancement en provenance de Baïkonour se sont installées afin de procéder aux différentes qualifications des installations. En fin de chantier, on peut dire que les relations qu'entretiennent la Russie et Roscosmos avec le CNES, l'Agence spatiale européenne, sont passées à la vitesse supérieure.
D'un autre côté, pour l'instant, on est toujours sur la voie du lancement. On n'y est pas encore arrivé, donc il va falloir maintenant prouver qu'on n'est pas capable uniquement de construire une base de lancement pour Soyouz en Guyane, mais il va falloir prouver qu'on est capable de faire du business dans un domaine aussi complexe que celui des technologies spatiales. Après 1770 lancements, Soyouz est un lanceur fiable. Avec sa nouvelle zone de lancement et ses procédures adaptées aux règles de sécurité européennes, il intègre la famille des lanceurs européens. C'est un jour très important pour Arianespace car nous allons démarrer l'exploitation en Guyane française du système de lancement Soyouz. Ceci nous donnera un réel avantage compétitif car nous aurons la capacité de lancer tous les satellites de tous nos clients. Aujourd'hui, Ariane 5 domine ce marché. Mais Ariane 5 est spécialisé dans le lancement de gros satellites et avec Soyouz, nous aurons la possibilité de lancer sur chaque orbite des satellites de taille moyenne et ceci nous donnera un avantage compétitif qui nous permettra de rester les premiers sur le marché pendant encore de nombreuses années. Claude, pendant que tous les paramètres normaux sont annoncés par le DDO, Ariane 5 et ses passagers sont suivis par de grandes oreilles. Les données de vol proviennent à présent de Natal. Oui, la ville de Natal est située à l'extrême est du Brésil, tout près de l'équateur, et la station de télémesure Ariane est intégrée au centre de lancement de la barrière infernale. Le PC a été mis à feu dès le décollage. Il a assuré seul la propulsion du lanceur pendant la deuxième phase de vol, après le largage des EAP. sur commande de guidage. Il vient donc de s'éteindre. Premier, deuxième étage. On vient de le larguer. La masse sèche de l'EPC, plus de 14 tonnes 100. La masse du lanceur en ce moment est de combien ? 28 tonnes et la vitesse est supérieure ou égale à 7 km par seconde à l'instant même. Si on veut des kilomètres-heure, on multiplie par 3600, je vous le rappelle. Ariane poursuit sa course, tout se déroule parfaitement d'après les indicateurs. C'est le SCA, l'étage supérieur cryotechnique, qui a pris le relais. Oui, avec cet allumage, donc c'est la troisième phase de vol qui est engagée avec le composite supérieur du lanceur qui travaille. Donc il comprend, on l'a dit, l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement. Alors prenons le temps de faire plus ample connaissance avec G-SAT-8, le satellite placé en position basse dans le ciel d'Aille. Ça sera séparé en dernier. C'est dans les années 80 que la collaboration entre l'Inde et Arianespace a débuté. Les passagers de l'agence spatiale indienne ont volé sur toutes les versions d'Ariane. D'Ariane 1 à aujourd'hui Ariane 5 ECA. Depuis, Arianespace a lancé des satellites de la famille INSAT 1, INSAT 2, INSAT 3 et INSAT 4. G-SAT-8 est donc le 14e satellite lancé pour le compte de l'ISRO par Ariane. À cela s'ajoutent 2 satellites fabriqués par l'ISRO pour le compte d'opérateurs privés. C'est dire que des relations privilégiées entre Arianespace et nos amis indiens sont en place de longue date et chacun a bien en tête les particularités de l'autre, ce qui facilite grandement la préparation des missions. Des liens personnels entre les membres des deux équipes se sont d'ailleurs tissés au fil des années. Personnellement, étant en charge des lancements indiens depuis de nombreuses années, je sais qu'ISRO apprécie particulièrement la transparence technique et la réactivité d'Arianespace. C'est aujourd'hui le 14e satellite indien confié à Arianespace et pour l'agence spatiale indienne, G-SAT-8 est le plus imposant et le plus performant à ce jour. G-SAT-8 est le satellite le plus puissant jamais construit par ISRO. Il contient 24 répéteurs surpuissants en bande KU et une charge utile à 2 canaux de radionavigation. La partie communication du satellite est utilisée pour les applications de données, collecte de données et d'informations pour l'ensemble du territoire indien. Les conditions climatiques et l'environnement sont typiques de ceux du sud de l'Inde. Si vous vous rappelez, nous associons cet endroit à notre centre de Trivandrum, étant donné les similarités existantes. Nous nous sentons comme chez nous ici en Guyane et notre amitié remonte à plus de 30 ans avec le lancement en 1981 d'Apple, notre premier satellite. Les installations sont de très grande qualité et nous les connaissons autant que peut se faire, ce qui nous permet d'être aussi efficaces que possible dans notre travail. Nous sommes donc bien préparés ici. Rendez-vous est déjà pris fin 2012 avec G-SAT-10.
Alors je vous l'ai dit avec un petit peu d'avance de phase, mais tout va très vite ce soir. C'est bientôt la station d'ascension qui va récupérer les données d'Ariane vers 13 minutes et 30 secondes. Ces installations sont situées sur une toute petite île britannique, émergence volcanique de 10 km² au milieu de l'océan Atlantique. Revenons justement en images sur les 30 années de coopération entre l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et Arianespace. La trajectoire du lanceur est normale. Indian space effort has been specifically tailored towards enhancing the quality of life of the common man. India has made remarkable progress in developing the state-of-the-art space technology and its applications, which has become an important element of the national infrastructure. The space-enabled application programs of ISRO have played a vital role in benefiting the society and have brought in the societal transformation. The Indian National Satellite System is one of the largest constellations of communication satellites in the Asia-Pacific region. Gaining from the experimental satellites and applications of the 70s, the INSAT system evolved in the year 1983 with INSAT 1B in the orbit. Over the last 3 decades, we had 18 communication satellites, including the 8 satellites that are in operational service currently. Today, India has capabilities in satellite communication that are comparable to the best in the world, providing a variety of services for telecommunications, broadcasting, DTH applications, weather monitoring, disaster warning, and data exchange for enabling economic activities. But our uniqueness lies in the applications of these satellites for societal programs like teleeducation, telemedicine, and village resource center that serve the common man. GSAT-8 satellite that we are launching today would augment our communication capacity in Ku band with its 24 high-power transponders with footprint over the entire Indian landmass, including Andaman and Car Nicobar Islands. GSAT-8 carries a Gagan payload, also meant for satellite-based augmentation of GPS signals over India, for use by the Airports Authority of India. The entire design, development, realization, integration, simulation and testing of GSAT-8 is a testimony to India's technological maturity in this area. The Ku-band payload makes use of polarization-sensitive dual-gridded shaped reflectors, DGR, which is an indigenous effort. The development and testing of payload for GSAT-8 was carried out at Space Application Center of ISRO, and final integration of the payload with a satellite bus, along with the satellite-level testing, was performed at ISRO Satellite Center. ISRO's satellite launch vehicles are capable to launch 1-ton and 2-ton category satellites from Satish Dhawan Space Center, Shahar, the spaceport of India. The new multi-purpose satellite, GSAT-8, is weighing more than 3 tons. This is one of the largest and heaviest satellites which ISRO has developed till date. The GSAT-8 satellite was airlifted from Bangalore to French Guiana, Kourou, for its launch on board Ariane 5. At French Guiana Spaceport, GSAT-8 successfully underwent the spacecraft-level checkout operations before its final integration to the launch vehicle. The upcoming GSAT-8 launch will continue India's long-term relationship with launch services provided by the Ariane. GSAT-8 is scheduled to be launched on board Ariane 5 launcher in its VA202 flight.
Voilà donc pour GSAT 8. Intéressons-nous maintenant, Claude, à ST2 qui est installé sur la partie haute du SILDA. Justement, qu'est-ce que c'est que le SILDA ? Le SILDA, c'est l'acronyme du système de lancement double d'Ariane. C'est une structure en matériaux composites qui permet d'emporter 2 satellites en même temps. C'est ça le plus d'Ariane. Eh bien, profitons justement maintenant de ST2 avec ce film en langue anglaise sur la société japonaise Melco qui a fabriqué pour Singtel. Since the successful launch of the first satellite of the Electronic Systems Group Mitsubishi Electric in 1976, we have been participating in various government projects through manufacturing communication satellites, observation satellites, and engineering test satellites, and have grown to become a leading manufacturer of space systems. We manufactured Superbird C2, Japan's first commercial communication satellite, successfully launched in August 2008 and delivered to the customer in October 2008. We are in the process of strengthening our position in the global satellite market. And today, we are happy to announce that the ST2 has finally come to the starting line of its dedication to services for people among many countries. We at the Electronic Systems Group of Mitsubishi Electric, with our most advanced technology, are doing all that we can to realize a safe society with a rich future for every individual. Et c'est maintenant la station de Libreville au Gabon, en faisant l'acquisition des paramètres du lanceur qui montrent que cette trajectoire est tout à fait normale. Alors que l'on passe d'une station à l'autre, tu peux nous expliquer rapidement le rôle ? C'est pour assurer une continuité dans la collecte des valeurs mesurées envoyées par Ariane, dont 95% des lancements sont vers l'est, qu'un réseau de stations ont été installées sous la trajectoire. Chaque station reçoit tour à tour les paramètres bord. Découvrons à présent Chunghwa, l'opérateur taïwanais. Zhonghua Telecom is the leading integrated telecom service provider in Taiwan in terms of subscribers and revenues. The company's extensive experience, organizational structure, and scale have allowed it to form major business partnerships with international telecom operators. Zhonghua Telecom endeavors to provide all-round information and communication service. We continue to receive favorable evaluations from professional observers. Zhonghua Telecom's main services include mobile communications with a tight-knit network, allowing customers more mobile lives. Data communications, bringing the world to customers and adding value to life. Fixed network communications, making life better on a foundation of stability. Enterprise services, providing optimal solutions, meeting every need. In order to satisfy the needs of the domestic market and develop potential overseas markets, we have again teamed up with Singapore Telecommunications to jointly invest in development of the ST2 satellite. The superior features of the ST2 satellite will enable us to continue to provide superior voice, data, and video service. We plan to provide broadband internet access and HD high-resolution multimedia service throughout Asia, while also relying on large bandwidth international submarine cable networks to cement our status as a communications hub in the East Asia region. Zhonghua Telecom is vigorously integrating information and communications technology, including our cloud system framework, software development platforms, and application services. We will use ubiquitous communications to help companies develop new opportunities and let consumers enjoy a brighter future. Zhonghua Telecom will always outdo itself in an effort to provide even better service. Cela fait plus de 20 minutes maintenant qu'Ariane a décollé. Le vol se déroule tout à fait normalement. Environ 10 minutes encore avant la fin de la mission. Claude, quelques informations techniques sur l'étage supérieur. Bien sûr, donc cet étage mesure 4,71 m de haut pour un diamètre de 5,40 m comme le reste du lanceur. Il a emporté pour ce vol dans ses deux réservoirs près de 12 tonnes d'oxygène liquide et 2,7 tonnes d'hydrogène liquide. On trouve aussi un réservoir rempli de 16 kg d'hélium pour la pressurisation. Il aura fonctionné 937 secondes. Il reste donc moins de 3 minutes de poussée. Découvrons à présent le film, lui aussi en langue anglaise, du client Singtel.
committed to driving customers' success in this evolving landscape by delivering innovative and cost-effective solutions. ST2 and our industry-leading satellite services will transform industries and change lifestyles. We are bringing financial services through credit card and ATMs in remote locations. In the oil and gas sectors, we're bringing new capabilities to people working on oil rigs and platforms. In the area around changing consumer lifestyles, we're bringing media and content to millions of households throughout Asia with ST2 and our satellite capabilities. Satellite services play an important role in Singtel's overall vision for the corporate business market. They enable us to shape and lead key markets such as the maritime, broadcast and logistics industries. Singtel is the only homegrown company in Singapore to own commercial satellites, and we're very excited about the launch of ST2, our second satellite. ST2 is an important part of Singtel's vision to transform the way our customers live and work. Alors, lorsque le lanceur aura atteint son point d'injection à 1489 secondes, ce qui ne va pas tarder, le guidage éteindra le moteur et 2 secondes plus tard vont commencer les manœuvres de la phase balistique. C'est la station de Malindi au Kenya qui suit à présent le lanceur. Le moteur de l'étage supérieur cryotechnique ne va pas tarder à s'éteindre. Extinction du moteur HM7B sur commande de guidage. Voilà, c'est donc fait. Les manœuvres sont pleinement en cours pour la phase balistique, c'est ça? Et voilà, les manœuvres ont débuté actuellement pour positionner donc le composite lanceur satellite, comme vous le voyez sur ces images, vers le meilleur point d'injection. Une phase balistique qui va être très courte. D'orientation au profit du satellite ST2. Voilà. Exactement. Eh bien justement, découvrons les relations entre Arianespace et ST2. Arianespace, avec les bureaux de Tokyo et Singapour, est historiquement très présente sur le marché d'Asie du Sud-Est. Arianespace a toujours entretenu des relations privilégiées avec les opérateurs de satellites de l'Asie du Sud-Est. Ceci est dû en partie au fait que la région partage des caractéristiques similaires avec celles de l'Europe. De nombreux pays indépendants, très différents les uns des autres. Actuellement, il existe en Asie du Sud-Est une forte demande de connectivité satellitaire. Celle-ci a progressé d'environ 6% en 2010 malgré le ralentissement économique et doit encore croître à court et moyen terme. ST2 est un projet porté conjointement par Singapour et Taïwan. Avec plus de 5 tonnes de technologies dédiées aux télécommunications, il va permettre de renouveler les services assurés par ST1. ST2 est un satellite de remplacement et d'extension pour le compte de Chunghwa et de Singtel. Par conséquent, nous recherchions un lanceur très fiable, capable de mettre le satellite sur l'orbite recherchée. Ceci étant, Ariane est certainement le lanceur le plus performant du marché aujourd'hui. Ceci a été le critère principal de sélection d'Arianespace en tant que prestataire de services du lancement pour ST2. Singtel va collaborer avec Asia Broadcast Satellite et Korea Telecom suite à un accord sur la gestion des satellites ST3, ABS2 et Korea Sat8, tous clients d'Arianespace. Nous sommes dans la phase d'attente de la séparation de ST2. Le client est en liaison avec la station de contrôle au sol qui va prendre le relais. Et c'est la station de Nangara en Australie qui va acquérir ce satellite 12 minutes après sa séparation. Cette station appartient au réseau de stations au sol dédié au satellite. Il y en a tout autour du globe. On attend l'annonce d'ici une poignée de secondes. Séparation du satellite ST2. Voilà donc, ST2 vient d'être séparé du lanceur. On devine la joie chez les clients, mais il faut se rappeler qu'il y a un autre passager. Poursuivons donc sur cette phase balistique. Ces enjeux. Eh bien, les enjeux. Le premier enjeu, c'est de contrôler l'attitude des charges utiles afin de pouvoir les séparer dans les conditions prévues. Le deuxième enjeu, c'est de libérer les satellites sur leur point d'injection avec le maximum de précision. Et le troisième enjeu, Thierry, il s'agit de respecter l'environnement orbital, c'est-à-dire ne pas créer de débris, ne pas laisser de morceaux d'épave flottants dans l'espace et qui pourraient ensuite causer des collisions.
ST2 va se séparer du lanceur 27 minutes après le lancement. 39 minutes après le lancement, nous allons recevoir le premier signal du satellite du site de Ngara, situé dans l'ouest de l'Australie. 1h30 après le lancement, nous allons déployer les panneaux solaires et ensuite, le deuxième, quatrième et cinquième jour après le lancement, nous allons démarrer le moteur d'apogée pour passer de l'orbite géostationnaire à l'orbite géosynchrone. Le test de charge utile aura lieu 12 jours après le lancement, une fois le test terminé le 24 juin. La mise en service doit commencer sur ST2 en juillet. L'exploitation commerciale est censée commencer sur ST2 en juillet. On voit sur ces images de synthèse, Claude, des jets, des petites tuyères qui orientent le composite. On va éjecter le chapeau du SILDA. Là encore, il ne pourra pas gêner les deux satellites. Les corps seront ainsi suffisamment éloignés pour ne pas se rencontrer. Exactement, nous allons attendre cette séparation du chapeau SILDA qui devra intervenir dans les quelques secondes. Séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, donc le chapeau SILDA, comme je l'appelle, est éjecté. Et maintenant, on continue de suivre les évolutions du composite qui se positionne maintenant dans la direction demandée par le client indien pour séparer et déposer correctement GSAT-8 sur son orbite de transfert géostationnaire. Alors, on ne répétera jamais assez. Au mieux, on injecte un satellite. Au mieux, il rejoint son poste. Exactement. Et puis, ça allonge la durée de vie, ce qui n'est jamais négligeable. Et tout ça avec la meilleure précision. Ça fait bientôt 30 minutes, imaginez qu'Ariane s'est élevée de son pas de tir. On l'a vu monter dans le ciel de Kourou, où elle a suivi une trajectoire parfaite. Les différents étages se sont séparés. Justement, revenons sur les opérations de mise à poste de GSAT-8 dès à présent. C'est-à-dire que... Après le lancement, le centre de contrôle principal au sud de l'Inde va prendre en charge le contrôle opérationnel avec l'aide du réseau réparti à travers le monde. Le satellite va déployer ses panneaux solaires et l'antenne de communication, la charge utile et le système de gestion intégré. Les systèmes seront contrôlés minutieusement et à la mi-juin 2011, le satellite sera mis en service. Suite à ce reportage, pour bien fixer la suite imminente, l'acquisition du premier signal de GSAT-8 doit se faire dans le temps nominal de 2 minutes après la séparation.